Voilà, bonsoir à tous. Donc, je serai très brève. Donc, en fait, je me présente. Je suis Nigar Seinova. Je suis conseiller aux affaires politiques de l'ambassade d'Azerbaïdjan, donc chargée d'affaires. Je voudrais tout d'abord saluer M. le maire, Claude Bousquin, et donc M. Caron vous remercier pour un exposé extrêmement intéressant et d'une importance, vraiment d'une grande importance. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je voulais juste réagir très brièvement, donc juste faire deux petites remarques, parce que ce soir, donc, il y a un autre sujet qui est évoqué, justement par M. Toranian. Malheureusement, je regrette beaucoup qu'il n'est plus dans la salle, mais je voudrais juste porter deux petites remarques. Donc, parce que le sujet du conflit de Haut-Karabakh a été évoqué ce soir. Donc, juste pour dire que le conflit de Haut-Karabakh n'a rien à voir avec la religion. Aucun caractère religieux. C'est un conflit, pour les gens qui ne connaissent pas la nature, c'est un conflit territorial. Et donc c'est une région azerbaïdjanaise qui est sous l'occupation de sa voisine, l'Arménie. Donc oui, il y a des graves crimes qui étaient commis, mais cette région a subi une purification ethnique. Donc il y a un groupe de Minsk et de l'OCE qui a été créé en 1992. Donc, encore une fois, pour répéter que ce conflit n'a rien à voir avec la religion, la France, plus qu'autre pays, connaît bien le dossier, parce que la France co-préside avec deux autres pays, les États-Unis et la Russie, ce fameux groupe de Minsk, pour nous aider à trouver une solution pacifique à ce conflit. Deuxième point, donc, ce conflit n'a rien à voir non plus avec les événements tragiques de 1915, donc, parce que juste pour une simple raison, parce que l'Azerbaïdjan n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Donc ça fait juste deux remarques. Donc l'Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est un pays multiconfessionnel, multiethnique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est considéré aussi comme une plateforme naturelle pour le dialogue interculturel. Donc il y a entre les religions. C'est un pays où il y a une forte communauté juive, une communauté orthodoxe et une communauté catholique. Et je voudrais juste rappeler aussi que malgré ce conflit avec l'Arménie, il y a aussi, à part le Haut-Karabakh, il y a plus de 30 000 Arméniens des familles mixtes qui continuent à vivre à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, et dans d'autres villes. Il y a même une église arménienne au cœur de la capitale azerbaïdjanaise. Donc notre message, c'était toujours, nous on espère bien qu'on va bientôt, on va remontrer, on garde cet espoir de trouver une solution avec nos voisins, et donc une solution pacifique, et c'est le message qu'on porte, c'est le message de dialogue interculturel et interreligieux qu'on porte à essayer de transmettre. Donc en fait, lutter contre les terrorismes, contre le fanatisme, contre toutes sortes de discriminations, donc c'est un défi auquel tous doivent contribuer, mais sans tomber dans le piège en faisant des amalgames et des confusions infondées, même voire dangereuses, donc sur des questions de sensibilité diverses. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vais me permettre de réagir sur cette question. Madame la conseillère politique de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, j'étais dans le Caucase en 1992. J'ai été en Azerbaïdjan, j'étais au Nakhitchevan, j'étais dans le Haut-Karabakh. J'ai été aussi en Arménie, j'ai fait toute la région, nord, sud, Tchétchénie et tout ça. Et j'étais dans le Haut-Karabakh au moment où l'aviation azerbaïdjanaise bombardait, alors qu'il y avait des civils, des femmes, des enfants, des vieillards qui campaient et qui avaient fui deux provinces, Shaolian et Martakert, qui avaient été attaquées de nuit, qui s'en étaient pris à des populations civiles. C'est vrai que les Arméniens du Haut-Karabakh, qui est un foyer historique national arménien, ce Haut-Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan par Staline, dans une politique de découpage de l'Union soviétique pour faire en sorte que si les territoires se séparent, il y ait la guerre. Donc l'Azerbaïdjan a effectivement hérité du Haut-Karabakh, mais ça a toujours été une terre arménienne. L'Azerbaïdjan a effectivement en 1992 lancé l'offensive Shaomian Martakert. À l'époque,
J'ai vu le président Elchibé, qui était président de l'Azerbaïdjan. J'ai vu Levon Ter-Petrosyan, qui était le président arménien. J'ai même organisé à Paris une conférence avec Vafa Boulizadeh, qui était le conseiller d'Elchibé, et le conseiller du président arménien pour essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Mais maintenant, je vais vous donner mon sentiment. Il ne faut pas qu'on me raconte que l'Azerbaïdjan, c'est une terre de tolérance. Je me souviens de Sumgait, où il y a eu un pogrom arménien. Je me souviens en 1988. Je me souviens en 1990 de Bakou, pogrom arménien. J'ai vu ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, mais j'ai vu aussi cette formidable solidarité des Arméniens qui venaient du monde entier, sans rien, sans armes, sans rien pour se défendre, et qui venaient combattre avec des armes rudimentaires contre une armée mécanique 100 fois plus puissante. Et parce qu'ils croyaient que c'était dos au mur qu'il fallait combattre pour la survie du Haut-Karabakh, ils ont gagné ce combat. Alors oui, l'Arménie les a aidés. Oui, ils peuvent dire qu'il n'y a pas eu de transfert d'armes, il y a eu des transferts d'armes, il y a eu des militaires arméniens qui ont pu les encadrer, mais ils se sont battus parce qu'il y avait la foi, il y avait ils se sont battus avec leur tripes, parce que pour eux, le Haut-Karabakh est arménien. J'ai vu de l'autre côté en Azerbaïdjan, effectivement, chaque fois qu'il y avait des enterrements, des hommes qui tiraient en l'air et qui pleuraient leur mort et qui réclamaient que le Haut-Karabakh redevienne azéri. Je donne simplement mon sentiment. Le Haut-Karabakh est arménien, qu'on le veuille ou pas. Et le Haut-Karabakh restera arménien. Madame, pardon de vous le dire, et je vous remercie d'être là avec ce courage-là, mais qu'on le veuille ou pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez un peuple qui s'est exprimé. Vous avez un peuple qui s'est battu pour sa terre d'origine, sa terre ancestrale, et qui continuera à se battre. Et c'est vrai que l'Azerbaïdjan n'est pas un État islamiste. Moi, je ne peux pas le dire, c'est pas possible. C'est pas non plus un État démocratique. Mais parfois, on sait bien que vouloir imposer la démocratie dans certains pays, on sait bien que ce que ça peut produire comme catastrophe. On a vu ce qui s'est passé en Irak, on voit ce qui se passe en Syrie. Donc je ne critique pas l'Azerbaïdjan pour son système de gouvernement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il est temps que ces deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, s'entendent. Et il est temps aussi que le Haut-Karabakh les Arméniens du Haut-Karabakh puissent vivre en paix avec un statut protégé, préservé, internationalement reconnu, parce qu'aujourd'hui, les Arméniens du Haut-Karabakh ne lâcheront jamais leur sol. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci madame. Je vais juste préciser que c'est une conférence sur l'Égypte. Donc si les questions et les interventions pouvaient rester sur ce sujet, je vous remercie. J'aimerais bien revenir à l'Égypte. Vous avez parlé à un moment donné, monsieur Jean Maher. Vous avez parlé de coptes musulmans. Je n'ai pas compris. Parce que ce que je connaissais de l'Égypte, parce que j'y ai été très très souvent et nous avions même des affaires personnelles là-bas, le copte était le chrétien, le musulman était le musulman. Donc, un copte musulman, je ne connais pas. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est. Et deuxièmement, d'après ce que je savais, parce que j'ai été voir un peu le cimetière de la famille de mon mari qui a été complètement dévasté à Ismaïla, etc. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et je ne savais rien du tout de l'Égypte à l'époque. Et on m'a expliqué que malheureusement, les chrétiens ne sont pas tellement les bienvenus en Égypte. Il faudrait, les chrétiens s'appellent coptes, alors peut-être qu'on m'a mal expliqué, j'aimerais bien avoir plus d'explications. Et si un copte veut arriver à un poste assez important dans l'administration ou l'État, il fallait qu'il devienne musulman, sinon il n'avait pas ce poste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? J'aimerais bien que vous me donniez une explication. Merci. Merci madame, merci.
Je n'ai pas dit qu'il y a les musulmans, et puis le copte musulman et le copte chrétien. Je dis qu'il y a un phénomène sain qui vient de paraître. Évidemment, quand on parle de copte aujourd'hui, je l'ai bien précisé, depuis le 7e siècle, quand on dit copte, c'est un chrétien. Il y a un phénomène que je n'aurais jamais imaginé, d'entendre un musulman dire « je suis aussi copte parce que je suis aussi descendant des pharaons ». C'est-à-dire, le fait de retour à l'identité pharaonique est nouveau. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris les 3-4 000 ans avant Jésus-Christ de la civilisation pharaonique, et hop, on a sauté à l'islam. Que s'est-il passé pendant 7 siècles? On ne me l'a pas appris. Et je dirais, mon épouse qui est là, qui est professeure d'histoire, quand on s'est marié, elle m'a dit, il faut que tu apprennes ton histoire. Et c'est grâce à elle, à ce conseil, que je me suis plongé dedans et que j'ai compris que les Coptes sont des descendants de Pharaon. Ils véhiculent toutes les coutumes pharaoniques. Ils parlent dans l'Église, heureusement que dans l'Église on a conservé cette langue copte, parce que c'est grâce à ça que Jean-François Champollion, un Français, a pu déchiffrer la pierre de Rosette et elle a fait renaître l'Égypte qui était entièrement enterrée. La civilisation, on ne pouvait plus lire qu'est-ce qui était marqué sur les temples et les tombes, on ne comprenait plus rien, parce que la langue copte, la langue des pharaons, a été interdite. Et Jean-François Champollion avait un prêtre à Paris qui lui a appris le copte, il a maîtrisé la langue copte, il a écrit toute une grammaire copte, et c'est grâce à cette maîtrise qu'il a pu déchiffrer cette pierre de Rosette et a fait renaître l'Égypte, l'égyptologie, la coptologie. Donc, quand je dis c'est saint, c'est qu'on ne parle plus de l'identité arabe seulement. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'UNESCO qui dit qu'il y a très peu de mélange avec les Arabes qui sont venus d'Arabie. Et que même si on a changé de religion et qu'on a adopté l'islam, en fait, il y a eu très peu de mélange et que les ADN montrent que ça remonte quand même à cette identité pharaonique. Donc je dis un phénomène sain qu'il faut quand même reconnaître, qu'un musulman dise je suis aussi copte, c'est-à-dire je suis aussi égyptien de descendance pharaonique. Je trouve que c'est très bien comme message. La deuxième question au niveau de la discrimination, est-ce qu'il faut changer de religion pour avoir un poste? Non. C'est pas, vous savez, le fait de pousser les gens à changer de religion, il y a différentes méthodes. On peut donner de l'argent, on peut utiliser la force, etc. Mais moi, mon frère, il est général dans l'armée. Pas actif. C'est vrai qu'il a été nommé général, mais il a pris la retraite tout de suite. Mais le chef de la 3e armée de l'armée pendant la guerre sur 1973 était aussi chrétien, un copte. Donc il ne faut pas tout noircir, il y a des discriminations. Et moi, je rajoute juste quelque chose et j'arrête. Les 30 ans de la gouvernance de Moubarak étaient lamentables. Parce que lui, il a laissé la société égyptienne entre les mains de ses fanatiques, de ses frères musulmans, des salafistes et des wahhabistes. Ils ont infesté le pays par cette idéologie de haine et donc cette division entre chrétiens et musulmans. Moi, je ne l'ai pas vécu quand j'étais enfant. Donc, c'est le plus grand crime, je crois, qu'on peut attribuer à Moubarak. Voilà. Merci.